Bonjour, je m'appelle Marion Martinelli, je suis psychologue à la Conception à Marseille. Je vais vous présenter aujourd'hui un petit cours rapide sur les trois vagues des thérapies comportementales et cognitives. L'idée, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut différencier facilement ces trois vagues de la TCC. Je propose ce cours rapide car la quasi-totalité des étudiants en psychologie que je reçois en stage dans mon service ne savent pas clairement différencier ces trois vagues qui forment la base des TCC. Le plan se présente très simplement avec les trois vagues que sont le behaviorisme, le cognitivisme et la vague émotionnelle. Autant vous dire que la liste des auteurs que je cite dans cette courte vidéo n'est pas exhaustive et d'ailleurs elle n'a pas pour vocation de l'être. L'intention ici est simplement de vous donner un bref apport théorique sur l'évolution des thérapies cognitives et comportementales au fil des dernières décennies et de vous permettre de mieux situer les trois courants en fonction des théories et des pratiques qu'ils véhiculent. Commençons donc par la première vague qui s'appelle la vague behavioriste. Ce sont en premier lieu les travaux réalisés par Pavlov en 1890 et Skinner presque un siècle plus tard qui ont permis de définir les concepts fondateurs des TCC. Par concept fondateur, je parle des théories utilisées dans notre pratique clinique. Pavlov utilise les expériences sur son chien qui salivait lorsqu'il entendait une cloche indiquant qu'il allait manger. Avec la répétition de cette situation, au final, ce n'était plus la vue directe de la nourriture qui le faisait saliver, mais le son de la cloche. Le son de la cloche qui était un son que le chien avait appris à associer à l'arrivée prochaine de la nourriture. C'est ce qu'on appelle le conditionnement classique ou réflexe pavlovien. C'est à partir des années 50 que les recherches et les découvertes dans le domaine du behaviorisme s'accélèrent rapidement, notamment avec les travaux de Skinner qui reprend donc les travaux de son prédécesseur Pavlov et explique en ajoutant une donnée importante qui est que si cette situation, donc l'acte de saliver, était récompensé, alors la cloche deviendrait un stimulus qu'on appellerait stimulus opérant, pour souligner le fait qu'il opère un renforcement du comportement de salivation chez le chien. En bref, il met en évidence l'effet renforçateur de l'environnement. Cette première vague behavioriste comprend aussi les apports du psychologue Eysenck qui décrit un modèle explicatif pour son époque de la personnalité. Et enfin, les travaux de Marx qui théorisent sur l'idée de confronter progressivement le patient à sa peur afin de faire disparaître son anxiété. C'est sur ce principe-là que vont se construire les traitements des phobies par la TCC un peu plus tard. Passons ensuite à la deuxième vague qui s'intitule le cognitivisme. Entre les années 1970 et 90, on retrouve une opposition marquée entre les cognitivistes qui partent du principe que assouplir les pensées rigides suffit à changer le comportement et les comportementalistes qui pensent plutôt que ce sont la mise en place de comportements plus adaptés qui vont assouplir naturellement les pensées rigides. C'est à partir des années 90 que ces deux approches vont fusionner pour former une approche globale qu'on appellera la thérapie cognitive et comportementale. La théorie dominante à cette époque-là, c'est donc un mécanisme interconnecté dans lequel notre langage intérieur impacte nos actions et nos actions et leurs conséquences vont impacter ce que l'on pense. Ce que l'on pense de nous-mêmes, ce que l'on pense des autres et de notre avenir. Sur le plan théorique, on parlera prioritairement de deux Albert très connus lorsqu'on parle de l'évolution des TCC. Tout d'abord, Albert Ellis, qui est un psychologue, qui vient au départ du courant psychanalytique. Il pense que les patients doivent identifier par eux-mêmes la source de leurs problèmes, les problèmes qu'ils rencontrent dans leur quotidien, avant de pouvoir par la suite s'engager dans une restructuration cognitive. Selon lui, je le cite,
Les humains ne sont pas perturbés par les choses, mais par la façon dont ils les perçoivent. Albert Ellis a identifié 10 croyances irrationnelles que vous trouverez très facilement sur Internet. Personnellement, je me sers souvent de ce listing avec mes patients pour que l'on puisse avancer ensemble vers une meilleure compréhension de leur fonctionnement automatique. Albert Bandura, quant à lui, qui est psychologue également, a basé sa carrière sur l'apprentissage social, sur la manière dont on apprend par imitation de nos modèles. Il introduit donc dans la prise en charge du patient l'importance du contexte de vie, avec une triade qui comprend la cognition, le comportement et le contexte de vie. Et enfin, Aaron Beck, qui lui est psychiatre, qui a développé au cours de sa carrière une théorie des pensées conscientes et inconscientes, en explorant les rêves de ses patients. Il met en avant que les pensées automatiques et les dialogues intérieurs chez le patient dépressif l'amènent comme dans un cercle vicieux à amplifier le phénomène de la dépression, avec l'idée sous-jacente que travailler sur ces pensées automatiques peut nous amener à les remettre en cause et à les guérir. Il explique que les facteurs qui alimentent la dépression sont des idées négatives, soit sur soi-même, sur les autres ou sur l'avenir, le futur. Il est à l'origine des 3 colonnes de Beck, pensée, émotion, comportement. Vous voyez quand même qu'ici, on commence à aborder la question des émotions comme étant un élément à prendre en compte dans la compréhension du fonctionnement automatique et inadapté de la personne à traiter. Mais c'est dans la 3e et dernière vague que l'on appelle la vague émotionnelle que le rôle de l'émotion va devenir bien plus important et va même devenir central dans la thérapie. On va donc y retrouver des modèles qui tiennent compte de l'implication de l'émotion dans le traitement par les thérapies cognitives et comportementales. C'est Stephen Hayes qui est le pionnier de cette 3e vague, qui est à l'origine de la thérapie d'acceptation et d'engagement. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette prise en charge, je vous encourage à lire les livres de Russ Harris, Benjamin Schoendorf et Jean-Louis Monestès, et de regarder un autre de mes cours intitulé La thérapie d'acceptation et d'engagement, que vous trouverez sur la chaîne de la psychiatrie au soleil sur YouTube. Et on retrouve également dans cette vague émotionnelle la théorie, toutes les théories relatives à la pleine conscience, qui ont été tout d'abord abordées par le célèbre Jon Kabat-Zinn, qui est le fondateur de la pleine conscience laïque, bien que cela suive les enseignements bouddhistes. Il a ainsi créé le programme MBSR dans les années 60. MBSR qui signifie la thérapie basée sur la pleine conscience pour la réduction du stress. Ce programme initial a été repris 20 ans plus tard par le psychologue Zindel Segal, qui l'a appliqué au TCC et dans lequel il a rajouté de la psychoéducation de la dépression, donnant ainsi naissance au programme MBCT, qui signifie la thérapie cognitive basée sur la pleine conscience pour la dépression. On retrouve dans cette 3e vague le biofeedback ou neurofeedback, qui est un ensemble de techniques provenant des États-Unis qui montrent à l'utilisateur en temps réel son activité physiologique. Ça peut être les ondes cérébrales ou les battements cardiaques, par exemple. C'est mesuré par des électrodes sous la forme d'une image ou d'un son. Ces techniques utilisent le principe du conditionnement opérant de Skinner dont je vous parlais tout à l'heure, puisque le principe général est celui du renforcement du sujet qui va essayer d'atteindre un objectif. Par exemple, diminuer son rythme cardiaque en adoptant une respiration profonde et régulière. On retrouve également ici la thérapie des schémas de personnalité de Jeffrey Young. Je ne vais pas m'étaler sur ce sujet. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous renvoie plutôt vers les ouvrages de référence écrits par Young, à savoir La thérapie des schémas, édité au Carrefour des psychothérapies, et Je réinvente ma vie, également écrit par lui-même. Vous pouvez aussi visionner un autre de mes cours intitulé La thérapie des schémas de personnalité de Jung, également accessible gratuitement sur la chaîne YouTube de la psychiatrie au soleil.
Une autre façon simple de différencier les techniques des deuxième et troisième vagues sont leurs fonctionnalités. En effet, les techniques utilisées dans la deuxième vague visent l'élimination d'un problème défini. Ça peut être par une pensée irrationnelle à modifier, un comportement problématique à supprimer, une émotion douloureuse à calmer, par exemple. Les techniques utilisées dans la troisième vague vont plutôt amener la personne à construire un nouveau répertoire comportemental en apprenant un nouveau comportement, comme par exemple pour la méditation, eh bien, en apprenant tout simplement à prendre le temps de méditer, ou par le renforcement de comportements adaptés qui sont déjà existants dans la vie de la personne, mais pas suffisamment utilisés. L'idée est d'introduire dans sa façon de percevoir le monde plus de souplesse et dans sa façon d'agir au quotidien plus de flexibilité et d'efficacité. La deuxième grande différence concerne la position du thérapeute qui, dans les thérapies de la troisième vague, va intégrer les pratiques à sa vie et partager ses expériences avec son patient lorsque cela peut avoir un intérêt pour l'avancée de la thérapie. Voilà, nous avons fait ce récapitulatif sur les 3 vagues de la TCC. J'espère que cela vous aura été utile et je vous remercie pour votre attention.